Nous sommes à Sao Paulo, au Brésil, chez Luis Gasparetto, psychologue clinicien et surtout l'un des plus célèbres artistes spirites. Sa mère aussi est médium. Luis Gasparetto affirme être inspiré par les peintres décédés. Dans mon cas, ça a commencé quand j'avais 13 ans. C'est à ce moment que je suis devenu conscient que j'étais en contact avec des esprits. Et ces esprits désincarnés qui prennent possession de son corps et de ses mains, ce seraient surtout ceux des peintres impressionnistes français. Vamos fazer sentindo a música dentro dessa energia. Je ne savais même pas où se trouvait la France, ni d'ailleurs les autres pays. Je ne connaissais pas le nom des peintres qui se manifestaient. Quand ils ont commencé à venir plus tard, parce qu'ils sont venus pendant 8 ans sans s'identifier, ils attendaient que je grandisse. Quand ils ont commencé à signer et à manifester leur style propre, je me souviens que Modigliani a signé, je n'avais jamais entendu ce nom-là auparavant. Je suis allé chercher un livre, un des livres de la bibliothèque parce que je n'avais pas de livre d'art à la maison. Je n'en avais jamais eu et j'ai lu sur sa vie, qui il était et tous les autres aussi. J'ai fini par lire leur vie pour les connaître. Cet homme qui peint et sculpte avec une frénésie hors du commun affirme pourtant ne pas être peintre, n'avoir strictement rien appris des arts plastiques. En fait, il est attiré par une toute autre forme d'expression. Si j'avais dû apprendre, j'aurais été danseur. Le seul art qui m'aurait intéressé, c'est la danse. Je ne m'intéresse pas aux arts plastiques. J'ai essayé une fois. Je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller. Parce que les gens m'avaient dit que si j'étais un instrument entre les mains des artistes, ça voulait dire que dans d'autres vies, j'avais été peintre et que quelque chose devait être enregistré dans mon inconscient dont il se servait. J'ai essayé, mais le résultat fut médiocre. Pendant 3 mois, j'ai essayé, mais ça ne donnait absolument rien. Et là, j'ai reçu la visite de Manet, qui m'a demandé si je voulais qu'il m'aide. J'étais en train de faire le portrait d'une fillette noire. C'était horrible, impossible. C'était une chose excessivement laide. Et en fin de compte, j'ai dit, d'accord, fais-le. Et en 3 minutes, il l'a fait. Et c'est un portrait fantastique. Le personnage suit tous vos déplacements, non seulement avec les yeux, mais avec le corps tout entier. Alors, il est devenu évident que je n'avais aucune disposition, même avec l'aide d'un professeur, et que c'était bien les entités spirituelles qui m'utilisaient. Je ne suis pas conscient de ce qui se passe sur le papier. Je cherche à n'y prêter aucune attention pour ne pas interférer. Quand la transe commence, je ressens une excitation très très forte, proche de l'orgasme sexuel. Mon corps s'engourdit et les esprits à ce moment-là commencent à utiliser mon corps. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je cherche à voir le moins possible pour ne pas interférer par une pulsion naturelle. Les gens pensent que quand on meurt, on se transforme, mais c'est faux. On reste pareil. On évolue seulement en fonction des expériences que l'on fait. Comme ici, le temps et l'espace continuent pareil pour eux. Par contre, dans la dimension où ils se trouvent, ils sont différents physiquement. Par exemple, Toulouse-Lautrec, quand il s'approche, il n'a plus de problème avec ses jambes. Il a des jambes normales. Il m'apparaît comme une personne très gaie, pleine d'humour. Il s'intéresse à la cuisine. Parfois, il me donne des recettes de cuisine française. Il est quelqu'un comme tout le monde, normal. Très différent de Van Gogh, qui lui est un personnage plus sérieux, qui étudie la métaphysique. Il aime beaucoup ça.
Il veut se réincarner encore pour accomplir un travail spirituel sur Terre. Un travail qu'il voulait déjà faire quand il était Van Gogh. Mais au lieu de ça, il a fait de la peinture. Dieu merci. Il a été peintre. Ou de la croix. Il se balade en jean américain. Il est très moderne. Je n'aurais jamais pensé que c'était de la croix. Ou Léonard de Vinci, qui est un extraterrestre. Il vient toujours accompagné d'êtres comme lui, qui ne sont pas de cette planète. Il vient par période, et puis il s'en va. Renoir, il est très beau, comme un dieu grec. D'ailleurs, il a été Phidias dans une autre vie. Et puis il a été Renoir. Mais avant, il a été vraiment le grand Phidias. Qu'il peigne ou qu'il sculpte, Gasparetto travaille au son de la musique. Avec lui, la quête de manifestations paranormales prend une toute autre allure. Les impressions fugitives et indéfinissables, les sensations subjectives se muent ici en spectacle grandiose. C'est une objectivation, selon l'expression même de Gasparetto. L'espace d'un instant, l'invisible se manifeste. On ne peut rester insensible en le voyant sculpter un buste en moins d'un quart d'heure ou peindre une toile en quelques minutes. Mais comment peut-on faire la part des choses entre l'inspiration qui l'anime et celle des peintres qui ne cherchent pas à donner une dimension spirituelle à leur inspiration? Gasparetto veut nous convaincre que la mort n'existe pas, et pour y parvenir, de concert avec ces esprits dont il se prétend inspiré, il ne ménage pas ses efforts. En séance publique, il lui est arrivé de peindre avec les pieds, ou à la seule lueur d'une lampe infrarouge qui dénature les couleurs et rend ainsi le choix volontaire des couleurs impossible. Pourtant, les toiles étaient belles. Gasparetto réussit-il pour autant à convaincre ceux qui ne croyaient pas à la réincarnation? Il pensait, en montrant beaucoup, démontrer sans conteste. Le spectacle risque d'être perçu par la majorité d'entre nous comme étant littéralement trop beau pour être vrai. Confronté au spectacle qu'il offre, ce qu'on risque de retenir, c'est sans doute la performance. Impressionnante certes, mais bien humaine. Les esprits dont Gasparetto s'inspirerait restent au-delà de cette frontière intangible qu'il voulait les aider à franchir, dans l'autre sens. Mais il n'y a pas que les arts visuels. Dans les années 1970, une Britannique a affirmé être inspirée par Frédéric Chopin, mort en 1849 et inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Rosemary Brown a alors acquis une certaine renommée. Je pense que ça doit être difficile pour beaucoup de gens de comprendre ça. J'avais ce type de don depuis l'enfance et je pense que je le tiens de naissance. C'est le don que j'ai de pouvoir être ici et de communiquer avec les gens de l'autre dimension. En effet, il s'agissait d'une communication directe avec Chopin. Je pouvais sentir sa présence avant de le voir. Il se trouvait debout derrière moi. Je le sentais dans mon dos. Je n'ai pas seulement une vision de lui dans mon esprit. Il bougeait et me disait qu'il allait faire son possible à propos de cette partition. De revenir sur Terre dans un autre corps. C'est la réincarnation. En Asie et au Moyen-Orient, depuis quelques décennies, plusieurs cas de réincarnation ont fait l'objet d'études beaucoup plus documentées. Et certains de ces cas sont assez troublants, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants.
La journaliste Debrine Vijayaratne couvre plusieurs cas de réincarnation. Le dernier provient d'un village de la jungle, Petit Yagoda. La petite Inoka, âgée de 4 ans, prétend avoir vécu auparavant. Dès qu'elle a commencé à parler, Inoka aurait dit à sa mère, Rita Sriyani, qu'elle avait vécu dans une autre famille. Elle vivait alors dans un village appelé Minuwangoda. Elle affirme se souvenir qu'elle avait 2 sœurs et un frère. Ils vivaient dans un environnement beaucoup moins pauvre. Leur maison avait l'eau courante et l'électricité. La mère d'Inoka affirme qu'elle n'a jamais cru à la réincarnation et qu'elle n'avait certainement pas l'intention de marcher 6000 à travers la jungle pour se rendre à Minuwangoda afin de vérifier les prétentions d'Inoka. Au début, nous avons ignoré ces conversations parce que nous ne voulions pas que notre fille unique parle d'une autre famille, d'un autre père et d'une autre mère. Mais Kiriyama, la grand-mère d'Inoka, a écouté les récits de la petite, ce qui l'a finalement persuadé de l'emmener à Minuwangoda. Au temple bouddhiste, les moines ont été intrigués, mais non surpris, car les bouddhistes croient à la réincarnation. Ils ont vite découvert que 8 ans plus tôt, une petite fille de 11 ans appelée Milani, qui avait un frère et 2 sœurs, vivait dans cette maison moderne. Elle correspondait à la description d'Inoka. Lorsqu'on a amené la petite là-bas, ses premières réactions ont stupéfié sa mère. Elle n'était pas perdue dans cette maison et sa première question a été « Où est ma poupée ?» Elle s'est mise à appeler la mère de sa vie antérieure « Maman ». Cela ne plaisait pas du tout à Rita Sriyani. La petite réclamait tous les jouets de sa vie précédente. Aujourd'hui, Inoka se rend régulièrement à Minuwangoda. Le père de Milani considère Inoka comme un membre de sa propre famille. Bandhu la considère comme sa sœur réincarnée. Les filles disent qu'Inoka connaissait leur nom la première fois qu'elle est venue jouer. Elle est allée directement à ce placard prendre la valise de jouets de la petite fille décédée. Elle a identifié la photo de Milani comme étant ma photo et elle appelle Madame Godagampola sa vraie mère. Qu'est-ce qu'Inoka Sriyani a changé dans votre vie? Je suis très heureuse. J'avais 4 enfants, j'en ai perdu une et je l'ai retrouvée. Je ne vois aucune autre explication à cette histoire que la réincarnation. Je ne vois aucune autre explication à cette histoire que la réincarnation. Voilà. L'illustration qu'on vient de voir résume bien, à mon avis, les observations qui ont été faites par certains chercheurs, comme Ian Stevenson, ce psychiatre d'origine montréalaise et qui est maintenant en Virginie. Et puis un jour, un de mes étudiants m'arrive et m'annonce, comme ça, qu'il est la réincarnation d'un lama tibétain. C'est le choc. Alors, je me repose de nouvelles questions. Je m'instruis sur le bouddhisme tibétain. Là, je ne pouvais plus invoquer le prétexte de la distance. Il était là. Tout ça s'incarnait dans un être très attachant, vous le verrez, et qui est vraiment allé au bout de ses rêves. Ne serait-ce que ça. C'est une aventure extraordinaire. Né à Vancouver, celui qui va prendre le nom de Tenzin arrive à Montréal à l'âge d'1 an. Il a une enfance normale jusqu'à ce que... À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à avoir, à 3-4 ans, j'ai commencé à faire des rêves un peu particuliers. Et puis, dans ces rêves, j'allais à ce que j'appelais ma planète.
Et puis je rencontrais mon maître, et puis des amis, et puis bon, ça continuait comme ça. C'était presque à chaque soir, je faisais des rêves comme ça. J'étais assise, là, bouleversée. Il n'avait jamais parlé ainsi avant et ses noms ne m'étaient pas familiers dans le bouddhisme tibétain. Puis il a parlé d'un maître en particulier, a décrit la maison où ce maître habitait, sa chambre, les images sur le mur et la région avoisinante, de manière très détaillée. Et puis je racontais ça à ma mère, qui a raconté ça à mon père, qui a raconté ça ensuite à un maître qui était en visite à Montréal. Et puis il se demandait qui a commencé à parler comme ça, parce que je connais ces gens-là, je connais les personnes dont il parle dans ses rêves, je les connais. J'aimerais bien rencontrer votre fils. À l'âge de 8 ans, j'ai été officiellement reconnu par le Dalai Lama comme étant la réincarnation de moine tibétain, Geshe Gyatso, qui a vécu au Tibet toute sa vie, qui est mort dans les années 50. Tenzin avait 14 ans quand le Dalai Lama a dit « J'aimerais beaucoup que Tenzin aille vivre à son monastère à présent ». Les parents finissent par accepter de laisser leur fils aller étudier en Inde, dans un monastère. Jamais je n'oublierai le moment où j'ai aperçu le monastère pour la première fois. Il était grand comme un village. Ma vie au monastère était centrée sur les rituels, la prière et l'étude. Je passais la majeure partie de mes journées à la maison, étudiant et mémorisant les grands textes bouddhiques, qui traitent notamment de philosophie et de psychologie. Doué pour les langues, Tenzin apprend rapidement le tibétain. Il doit en fait maîtriser parfaitement cette langue, car les débats occupent une place très importante dans la vie monastique. Même les gestes sont symboliques. La main droite représente la sagesse, la gauche, la raison, la logique. En claquant dans les mains, cela signifie que l'on attend une réponse aussi sage que rationnelle. Le cycle d'études d'une durée de 5 ans s'achève par un examen très difficile appelé Rikshung. Seulement 16 finalistes y sont admis chaque année. Tenzin était du nombre. Tenzin se tire fort bien d'affaire au cours du débat. Il parvient même à glisser des pointes d'humour. Le fait que je suis né au Canada, j'ai été reconnu en tant que réincarnation de moine bouddhiste tibétaine, m'a permis justement d'aller en Inde, d'étudier et de m'immerger complètement dans une culture autre que la mienne, et puis de devenir
pratiquement pareil que les gens de cette culture, et de revenir et apporter avec moi tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais vécu en Occident, et le faire passer en tant qu'occidental qui a vécu avec des Tibétains, et puis qui connaît en même temps sa propre culture. Donc j'ai vraiment eu, c'est comme vraiment avoir les meilleurs des deux mondes. C'est l'accumulation des concordances qui va finir par étayer un cas présumé de réincarnation. Et lorsque ces concordances prennent la forme de marques physiques objectives, comme des marques de naissance, cela devient encore plus énigmatique. C'est ici, un dimanche matin, que la tragédie a frappé la famille de John Pollock. Ses deux filles et l'un de ses amis ont été tués par une voiture alors qu'ils se rendaient à l'église. Jacqueline avait 6 ans et Johanna 11 ans. Mais John Pollock n'a pas désespéré. Il était persuadé que sa femme allait donner naissance à des jumelles, que ses filles allaient renaître. À partir du moment où j'ai su qu'elle était enceinte, j'ai cru que les filles reviendraient. Et contre toutes les prédictions du médecin, Florence Pollock a effectivement accouché de 2 jumelles. La première chose que j'ai remarquée en voyant les jumelles, nous ne leur avions pas encore trouvé de nom à ce moment-là, c'est que la plus jeune des deux avait une cicatrice qui lui traversait le front vers le bas, jusqu'à l'arête du nez. Cette cicatrice était identique à celle que Jacqueline, la plus jeune des 2 fillettes qui avait été tuée, avait eue à la suite d'une chute de tricycle lorsqu'elle avait environ 2 ans. En outre, je n'avais pas vu à ce moment-là, ma femme m'a dit plus tard, c'est incroyable, elle a aussi la tache de naissance que Jacqueline avait sur la hanche gauche. Jacqueline avait une tache de vin qui ressemblait à l'empreinte brune d'un pouce. Jennifer porte encore cette tache de naissance brune. La famille avait déménagé peu après la tragédie. Or, dès leur première visite à Hexham, les jumelles ont semblé reconnaître les lieux. Lorsque nous avons monté la côte de Battle Hill, nous allions en direction de l'église Saint Mary, qu'elle ne pouvait pas voir car elle était derrière la butte. L'une des jumelles s'est tournée vers l'autre et elle a dit « Oh, l'école où nous allions est près d'ici et la cour de récréation est derrière. » Or, elle ne pouvait pas avoir aperçu le moindre indice de la présence de l'école ou même de l'église. Elles étaient si petites qu'elles ne pouvaient pas voir au-dessus du mur. Et effectivement, l'école était juste après le tournant. Et cela, c'était absolument incroyable. Nous avons poursuivi notre route, complètement renversée, et arrivé à l'église qui est en face de l'abbaye d'Hexham, l'une des fillettes s'est retournée et elle a dit « Oh, la cour de récréation est là-bas. » Et elle avait raison. Pour moi, apporter des fleurs ou quelque chose d'autre sur la tombe, ce serait de la pure hypocrisie parce que je ne crois pas qu'elles sont là. C'est juste un symbole, le symbole de 2 filles qui ont vécu et qui sont nées de nouveau. C'est la régression hypnotique qui a convaincu Ray Bryant qu'il avait eu une vie antérieure en tant que sergent-chef Reuben Stafford, qui a combattu en Crimée et qui est inhumé dans ce cimetière. Bryant espère trouver la vérité à Preston. Fulwood Barracks, c'est le quartier général du régiment de Stafford, le 47e régiment d'infanterie de Lancashire. Sous hypnose, Ray semble se souvenir avoir vécu comme Stafford, et plusieurs de ses souvenirs coïncident. I wanted to go back to the year 1855. It is the year 1855. En 1855, le 47e régiment a affronté un rude hiver en Crimée. Sous hypnose, Brian semble revivre chacune des épreuves subies par l'infanterie mal équipée. Même son accent a changé. Bloody cramp. Why have you got cramp? Because it's bloody cold. Cela semble convaincant, mais peut-il aussi se souvenir du nom des officiers? Can you give me the names of any of your officers? Lowndes, Captain Lowndes. There's company commander. Lieutenant Irving. It's the second in command. And who was commanding the 47th? Colonel Villiers. Colonel Villiers. I see. Mais il n'a que partiellement raison. Selon la liste des officiers de cette année-là, il y avait un capitaine Lowndes, mais aucun lieutenant Irvine. Il y avait 2 capitaines Villiers, mais aucun colonel de ce nom. Le commandant du 47e était le colonel William O'Grady Haley.
La rivière Alma a été le théâtre d'une des plus féroces batailles de la guerre de Crimée. La description que fait Bryant de la traversée de la rivière est tellement réaliste qu'on a peine à croire qu'il n'y était pas. Go to sleep. What was it like crossing the river? It was horrible. There were a lot of shrapnel all about. What was the crossing like? Was it deep? Waist, up above waist, and cold. What's the ground like on your way up the hill at the other side, where you are now? Sand and mud, and I can't get the grip hardly. Cette fois, Bryant a raison, mais il s'est trompé sur d'autres points pourtant élémentaires. La régression est-elle une approche valable dans ce cas? Tout cela est bien loin de la dure réalité que vivent la plupart des gens. Et les médecins sont à la ligne de front. Moi, j'y crois parce que je trouve que la vie actuelle n'a pas de sens. Je trouve que la vie actuelle, notre vie, considérant tout dans l'univers, n'a pas de sens s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Maintenant, comme Dr. Graham, on n'aime pas qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on va retourner en végétal ou en carotte ou en super terrestre? Je sais pas. Moi, je suis chrétien, je suis catholique, je suis très croyant et pratiquant. Et pour moi, c'est le but ultime, c'est ce qu'on recherche. On prépare sur Terre la vie de l'au-delà. Alors pour moi, c'est clair. Il y a une résurrection qui permet de retrouver les gens que j'aime, qui m'ont aimé, et d'autres que je n'ai pas connus, qui m'ont aimé également. Moi, j'ai plus l'impression, un peu comme, je pense que c'est Jacquard qui dit des choses du genre, qu'on est on fait partie de l'évolution et qu'il y a une fin à un moment donné. Alors, je veux pas me garder, tant mieux s'il y a une autre vie, mais je crois pas. Que les humains soient comme les animaux, par exemple, ou les pierres, ça me décevrait beaucoup. Mais c'est tellement obscur tout ça que on reste optimiste, mais et on espère pour le mieux.